Boris Nicaise, bonjour. Vous venez de publier chez Numérique Livre L'égrégore, quatrième dimension de la franc-maçonnerie. Alors, un de ceux qui historiquement ont parlé de l'égrégore, c'était Eliphas Lévi. Eliphas Lévi qui lui-même se prétendait la réincarnation de Rabelais. Initié au Grand Orient de France, il a défrayé la chronique puisqu'on a décidé que ce serait le grand occultiste. Et lui, en parlant d'égrégore, disait « force invisible ». Alors, comme c'était un humoriste, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'au lieu de force invisible, il n'aurait pas fait un lapsus en pensant farce invisible? Tout à fait. En fait, effectivement, Eliphas Lévi était ce qu'on appelle en Belgique un zouanzeur. Un zouanzeur, c'est quelqu'un qui pratique la zouanze. Et la zouanze est une façon d'ironiser, d'avoir de l'humour pour dire des vérités. Des vérités bien arrangées, parfois un petit peu déstabilisantes. Et donc, Eliphas Lévi, effectivement, s'est inscrit dans une tradition d'occultistes qui l'ont précédé parce que c'était à la mode à l'époque. Et il faut le lire entre les lignes, ce que très peu ont fait. Et d'ailleurs, Eliphas Lévi était tellement certain de déplaire aux occultistes qu'il a recommandé de ne publier ses livres que 25 ans après sa mort, tellement il était certain de déplaire à ses amis du moment. Dans le chapitre concernant les pièces à non-conviction, parce que j'ai bien aimé aussi votre sens de l'humour, il y a une anecdote qui m'a intéressé. C'est un jeune apprenti qui interroge un grand maître italien et qui lui dit « Mais finalement, quelle est la différence entre un groupe de francs-maçons et un groupe qui n'est pas franc-maçon ?» Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Première question que je me suis posée aussi, et probablement que nous sommes nombreux à s'être posé cette question. J'avais d'ailleurs envisagé pour mon premier travail, le travail d'apprenti, donc pour devenir compagnon, de me demander, y a-t-il une culture maçonnique? Je suis toujours occupé à me poser la question. Donc, j'ai du mal avec ça. Maintenant, il est clair que la franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons, quand elle est bien pratiquée, est quand même fort différente d'autres associations dans la mesure où elle s'ancre sur le rite, le rituel et la symbolique. Cette trilogie est quand même assez extraordinaire et on ne la retrouve plus beaucoup en Occident. On l'a retrouvée, bien entendu, sous diverses formes à gauche et à droite dans le monde. Elle est actuellement occupée à se réduire comme peau de chagrin. Et la maçonnerie en est, je pense, un des flambeaux, un des garants. Et c'est pour ça que nous devons continuer à œuvrer dans ce sens-là. Dans un sens, évidemment, donc de tradition à toujours renouveler, développer, magnifier, changer aussi. Pour en revenir aux égrégores, les égrégores sont toujours présentés comme quelque chose de très lumineux, très positif. Est-ce qu'il existe des égrégores négatifs? Avez-vous quelques exemples pour illustrer cette existence potentielle? Et comment? Que ce soit les Trumpistes, conspirationnistes, ségrégationnistes, prémacistes blancs, etc. Je pense qu'ils font régulièrement, avec leurs beaux drapeaux et leurs chants glorieux, des égrégores épouvantables. Que ce soit, bon, je ne vais pas forcément établir un parallèle parfait entre les deux, parce que c'est quand même un peu différent, mais les défilés de Nuremberg, en jetant des livres dans des foyers, en poussant des chants et processions au flambeau, oh, c'est magnifique quelque part, hein, c'est très très beau en notre solstice d'hiver. Nous pouvons trouver ça très joli, mais c'est parfaitement épouvantable. Ce sont des égrégores effectivement très négatifs. Et la maçonnerie pourrait bien de temps en temps effectivement y ressembler aussi, lorsque par souci de cohésion, elle rejette l'autre. Elle n'est pas étrangère à cette possibilité. Dans votre ouvrage, vous faites un lien entre les chants, la musique, les paroles du rituel,
Et ma question, sont-ils générateurs d'égrégores? Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Là, on peut peut-être rentrer petit à petit dans la biochimie de l'égrégore, c'est-à-dire la chimie du vivant, puisqu'il s'agit bien de ça. L'égrégore n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans un livre, à mon corps défendant, mais au contraire dans la vérité, dans la réalité vécue d'une loge, par exemple, lorsqu'on parle de franc-maçonnerie. Alors, comment ça se passe? Bien, il faut effectivement, il y a des choses qui favorisent. Parmi ces choses qui favorisent, il y a le rituel bien vécu, euh, connu, je vais dire, parce que ça n'est pas dès la première tenue qu'on peut ressentir éventuellement un égrégore. Puis, ce qu'il y a autour, des paroles scandées, répétées, euh, sur un ton, là aussi, de bienveillance et de sérénité, jamais en prenant le pas sur quelqu'un d'autre ou sur une autre voix. Les officiers dignitaires doivent tous avoir une voix égale. Euh, il n'y en a pas un qui peut parler plus fort que l'autre. Et la musique, l'importance effectivement de la musique. Encore que j'ai connu des tenues où l'électricité ne fonctionnait pas et où, à ce moment-là, nous n'avions que des bougies, des vraies de vraies, et la voix, la voix. Donc, la musique n'est pas forcément indispensable, mais une musique extrêmement bien choisie devient une colonne d'harmonie. Pas par hasard qu'elle s'appelle comme telle, en veillant le plus souvent à ce que ce soit de la stricte musique. À nouveau, problème de l'importance problématique, disons, de l'importance de la parole, où la parole doit être particulière pour favoriser l'égrégore. On ne dit pas n'importe quoi pour arriver à un égrégore. Et donc, effectivement, les chansons, même si j'aime beaucoup les chansons à texte, ayant une formation préliminaire de poésie, les textes peuvent être un peu dangereux parce qu'on peut s'accrocher à un texte, comme on peut s'accrocher à des mots qu'on entend, comme pour le moment, par exemple, pour vous, pauvres malheureux, et ne plus voyager dans son esprit. Donc, il faut pouvoir effectivement à ce moment-là rester libre. Je dis ça, et en même temps, de temps en temps, certaines paroles peuvent effectivement magnifier, accompagner de musique, une tenue et permettre d'atteindre l'égrégore. Mais dans l'ensemble, il vaut mieux éviter la parole en musique. Dans votre ouvrage, vous faites un rapprochement entre corde à nœud et chaîne d'union par rapport à l'égrégore. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La corde à nœud est quelque part l'image, selon moi, de la chaîne d'union, avec une grande différence, c'est qu'elle est ouverte à la porte de l'Occident. Et c'est la pure merveille. C'est à cet endroit-là que la corde à nœud, effectivement, donne tout son sens, non pas à l'Orient, mais de par ses floches, si je puis dire, à hauteur des colonnes, donnant sur l'extérieur, exactement comme dans la chaîne d'union où soit le couvreur réunit les floches quelque part en fermant la chaîne d'union, soit, à certains moments exceptionnels, un apprenti. Lors de l'initiation, un tout nouvel apprenti qui, lui, à ce moment-là, est le nœud majeur, le nœud qui referme la chaîne d'union. Chaîne d'union aussi, bien sûr, qui s'ouvre, corde à nœud, effectivement ouverte à ce moment-là sur l'extérieur, en fin de tenue, pour aller répandre à l'extérieur ce qu'on pense avoir reçu. Maurice Niquez, vous êtes médecin et donc scientifique pro-cartésien et vous abordez dans votre ouvrage le rôle de l'ocytocine, ce que d'aucuns appellent l'hormone du bonheur. Alors, cette ocytocine est-elle libératrice ou addictive par rapport à l'égrégore? Comme toute drogue, les deux, évidemment. Bon, d'abord, petite précision, je suis dentiste, donc je ne suis pas forcément versé parfaitement en biologie médicale, mais bon, j'ai quand même quelques notions et j'ai beaucoup pioché sur ce domaine pour l'égrégore. Alors, effectivement, l'ocytocine est addictive en ce sens, bon, c'est un petit peu comme le chocolat, hein, la théobromine, on adore ça, et donc par conséquent, on finit par en manger beaucoup trop. Mais sachez quand même que l'excès de théobromine n'est pas bon pour le cancer de la prostate. Donc il faut modérer, même si effectivement la théobromine diminue l'angoisse. Alors en fait, l'ocytocine notamment
diminue l'anxiété parce qu'elle diminue la sécrétion de cortisol. Alors, ce qui est une excellente chose en ces temps de coronavirus parce que le cortisol diminue l'immunité. Donc, par conséquent, j'engage effectivement à découvrir le plus possible l'égrégore dans cette période difficile pour favoriser votre immunité. Maintenant, c'est effectivement dangereux à la longue parce qu'il faut aussi trouver, je vais dire, d'autres ressorts plus naturels que cette drogue, même si nous la produisons nous-mêmes. Alors, Boris, je vais vous poser une question naïve. Est-ce que c'est l'ocytocine qui crée l'égrégore ou est-ce que c'est l'égrégore qui crée l'ocytocine? Et d'une autre manière générale, sont-ce les francs-maçons qui découvrent l'égrégore ou l'inverse? C'est la question que je pose effectivement dans ce livre moi-même. Alors, j'ai quand même une petite intuition, mais ça n'est qu'une petite intuition. C'est qu'effectivement, non, je ne crois pas à quelque chose qui nous descend dessus tout à coup et qui nous illumine de sa splendeur, absolument pas, même si le terme de grand architecte de l'univers peut me convenir, mais évidemment vu d'une manière particulièrement symbolique. Mais je pense qu'effectivement, nous avons quelque part la capacité d'égrégore, de la même manière que nous avons la capacité de produire de l'ocytocine. Il n'y a plus qu'à le faire. Alors, à partir du moment où nous produisons de l'ocytocine, effectivement, nous produisons de l'égrégore, je pense que c'est donc bien l'ocytocine qui produit cet égrégore, et je pense que c'est nous qui produisons l'ensemble. Et ça ne descend pas baf comme ça sur la tête. Alors, transcendance, immanence, bien sûr. Ma dernière question est un peu clin d'œil. Jacques Chancel finissait toujours ses interviews par la question « est Dieu dans tout ça ?» Alors, si je demandais à Boris Nicaise, est le grand architecte de l'univers dans tout ça? Le grand architecte de l'univers, je pense qu'on y arrive assez facilement au travers de l'égrégore. En fait, j'ai coutume de provoquer mes amis en leur disant que moi, le grand architecte de l'univers, quelque part, je pense qu'il existe. Tout simplement parce que je l'appelle l'amour. Et quand on parle dans certaines loges, dans certaines obédiences, de travailler à la gloire du grand architecte de l'univers, ce qui colle des boutons, évidemment, à d'aucuns, moi, personnellement, d'abord, la gloire, je vois ça comme la lumière, simplement, et le grand architecte de l'univers, l'amour. Alors, pourquoi ne pas commencer et finir nos tenues à la lumière de l'amour? Voilà. Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, merci pour votre prestation, merci pour vos réponses et à très bientôt, avec le plaisir de voir et revoir votre ouvrage L'égrégore, quatrième dimension dans la franc-maçonnerie, aux éditions Numérilibre. Merci Boris. Merci, JC.